Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Premier grand affrontement demain entre Kamala Harris et Donald Trump. Ça va effectivement être en Pennsylvanie demain soir. C'est dans un contexte de campagne présidentielle assez incertaine, mais ça sera pas plate, en tout cas le soir du 5 novembre prochain. Et là, nous aussi, à l'émission, on voulait discuter de tout ça avec vous parce qu'on se dit à la veille de ce débat-là, c'est intéressant de regarder les derniers sondages qui mettent les candidats presque coude à coude avec des nuances toutefois qu'on va vous expliquer. Mais c'est quand même fascinant parce que d'un côté, vous avez Donald Trump qui a eu quand même beaucoup d'ennuis judiciaires, sans parler du chaos qui a entouré son départ de la Maison-Blanche, qui demeure un espèce de concurrent très redoutable, même si on l'a moins entendu depuis l'arrivée de Kamala Harris, qui a comme requinqué les troupes démocrates après le départ un peu précipité de Joe Biden, ce qui fait que finalement, l'attention se tourne vers ce couple-là. Très hâte de voir ce qui va arriver demain. Je suis sûre que, comme moi, vous allez vous y intéresser. Et pour tous ceux qui se demandent pourquoi on s'intéresse à la politique américaine tant que ça, je pense que poser la question, sincèrement, c'est y répondre. Au-delà de la position géographique, c'est-à-dire nous sommes leurs voisins, c'est notre premier partenaire commercial, à nous aussi, au Québec. Notre premier partenaire commercial hors Canada, bien sûr. Notre premier, c'est l'Ontario, mais tout de suite après, c'est les États-Unis. Et tout nous lie à eux d'un point de vue économique, politique, social. On dit souvent que quand les États-Unis ont le rhume, nous, ici au Canada, on éternue. Alors, on va en discuter avec deux invités. Je vous les présente tout de suite. John Parisella est fellow au Centre d'études et de recherche internationale, le Cerium, ex-délégué général du Québec à New York et à Washington, conseiller spécial chez National. Bonjour, John Parisella. Bonjour Isabelle, vous allez bien? Ça va très bien. Et Frédéric Bastien-Forêt. Fred Bastien, YouTuber, créateur de contenu, est avec moi. Merci d'être là, Fred. Bonjour, gars de l'Internet. Moi, c'est ça, vraiment, mes qualifications, c'est gars de l'Internet. Et je voulais vraiment que tu sois là parce que c'est une campagne aussi qui se joue beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Depuis Barack Obama, je pense que c'est un passage obligé. Fait que tu nous as sorti toutes sortes de choses. Moi, j'ai trouvé aussi des petites perles sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, John, je voulais avoir votre avis. Êtes-vous d'accord avec Jean-Marc Léger qui écrivait justement en fin de semaine dans les pages du journal que qui gagne le débat entre Harris et Trump gagne la présidence. Est-ce que c'est aussi clair pour vous, John Parisella? J'avoue que je nuancerais un peu parce que dans le passé, vous aviez en moyenne à peu près 2 à 4 débats. Donc, dans le passé, il peut y avoir un candidat qui gagne un débat, mais dans l'autre débat, des fois, c'est soit que c'est nul ou c'est l'autre qui gagne. Il n'y a aucun doute que les débats sont quand même crucial et ils peuvent avoir un effet déterminant. Est-ce qu'on peut faire le lien direct entre victoire et débat? Moi, je suis un petit peu plus nuancé sur ça. Puis dans ce débat-ci, quand même, je dois avouer que, vu que c'est le seul cédulé au moment qu'on se parle entre Mme Harris et M. Trump, là, on peut avoir un lien plus direct entre qui gagne le 5 novembre. Mais j'aurais dit, s'il y en avait eu 3, par exemple, ben je dirais, regardons le deuxième, l'autre qui va suivre, mais je doute qu'on va être capable de vraiment négocier un autre débat dans le mois d'octobre. Il y en a un le 1er octobre entre les colistiers, J.D. Vance et Tim Walz. Donc ça va être le prochain. Donc c'est dans environ 3 semaines. Je doute qu'on va pouvoir s'entendre sur un débat qui va avoir lieu avant le 5 novembre, au-delà de celui-là de demain soir. À quoi vous vous attendez, John, demain? C'est une très bonne question. Avec Trump, c'est toujours plus imprévisible. Si j'étais conseiller de Trump, je dirais aller moins sur les insultes, aller moins sur les attaques plus directes sur la personnalité de Mme Harris, puis tenez-vous à vos politiques en matière d'économie, d'immigration, lutter contre l'inflation, parce que c'est là que M. Trump mène dans les sondages. Mais Trump est très imprévisible. Au Congrès, à sa propre convention, il a fait pendant un discours de 93 minutes. Les 15 premières minutes, c'était quasiment un nouveau Trump, plus sympathique, plus humain. Puis après ça, le reste du temps, c'était l'ancien Trump. Puis depuis, ça semble être le Trump qui cherche un discours parce que on dirait qu'il est encore en lutte contre Joe Biden. Donc, c'est ça. On dirait que c'est comme il y a de la difficulté à se positionner face à Kamala Harris. Définitivement. Puis Mme Harris, de son côté, Mme Harris, il ne faut pas qu'elle tombe dans le piège
de répondre à une insulte avec un reproche. Oui, elle peut pas laisser des choses passer, puis oui, elle est procureure de formation, puis elle laissera pas des faux faits ou des menteries, pour employer un terme plus direct. Comme Donald Trump lui a dit aux gens à un moment donné, elle n'a même pas passé son barreau. Elle n'est pas avocate alors qu'elle a été procureure. Je veux dire, ce genre de choses. C'est ça. Puis Biden était vraiment, il a fait une très mauvaise performance. Il était comme déconnecté. Donc, au-delà de 30 vérificateurs, il y a eu des vérificateurs de faits. Ils ont noté qu'il y avait au moins 30 non-vérités qui ont été évoquées qui ont été présentées par Trump dans le débat du 27 juin. Mais Biden ne l'a pas remis à sa place. Mme Harris va le mettre à sa place. Mais Mme Harris, en même temps, doit donner une image du changement, une image vers l'avenir, parce que s'il y a un élément qui est constant en ce moment dans les sondages, c'est que le monde veut du changement. Le seul problème, c'est qu'ils sont insatisfaits avec Biden, et pour eux autres, Trump peut être une forme de changement. Mais Mme Harris, il faut qu'elle fasse rêver le monde un peu, il faut qu'elle leur donne l'espoir. C'est ça. Puis en fin de semaine, d'ailleurs, Fred, et au cours des derniers jours, il y a eu toutes sortes de choses qui ont été, ou sur les réseaux sociaux, où on voit Kamala Harris. Moi, j'en ai sorti un, entre autres, où on la voit rentrer dans un espèce de petit café et tout, puis elle va au-devant d'une femme qui pleure. Je pense qu'on a l'extrait, d'ailleurs. What is that about? I think you understand. I'm pretty sure you know. Oh, it's gonna be good. We're gonna be good. We're gonna be fine. We're gonna be fine. We are all in this together. Yes, we are. We're gonna be fine. We are. Yes, we are. Yes, we are. Thank you so much. Yes, we are. We're gonna be fine. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Fred, oh mon Dieu, l'Amérique a besoin d'une mère. Oui, a de besoin réconfort, d'une maman, ça c'est certain. Il y avait le Yes We Can de Yes we are. Et là c'est Yes We are gonna be fine. Exact. Puis écoute, il y avait du monde et tout, puis je trouve qu'elle est bonne dans cette position-là. On essaie vraiment de récupérer cette espèce d'espoir que tu as évoqué là, oui. de l'époque Obama. Parfois habilement, parfois un peu maladroitement. T'sais, on essaie des fois là, de dire on va faire comme dans le temps, ça va être exactement comme ce mouvement qui était organique. T'sais, là, il y a un mouvement organique qui supporte Kamala, mais il y a aussi un mouvement, OK, on va se saisir de cette occasion pour faire rêver comme dans le temps. C'est vrai qu'il faut que Kamala fasse rêver, puis c'est une position quand même compliquée pour elle parce que là, si son adversaire ment, ce qu'il fait très souvent, ben, elle ne pourra pas l'interrompre là, parce qu'il y a eu toute la question des règles, des micros seront-ils ouverts, seront-ils fermés. Là, aux dernières nouvelles, les micros seront seulement ouverts lorsque ça sera le temps de la personne, là, du candidat à s'adresser à la parole. Donc, il y aura moins d'interruptions. Ça va être 2 minutes, il peut parler, l'autre, le micro est fermé, ensuite, il y a réplique de l'autre candidat 2 minutes, et il y a un autre 1 minute pour que l'autre puisse revenir donc avec des précisions ou des contrefaits ou ce qu'il voudrait bien dire. Donc, c'est à peu près 5 minutes donc, par question. Puis, ça va rouler vite. Oui, puis il faudra donc prendre des notes. Là, les deux candidats devront prendre des notes puis répondre, pas spontanément, mais être assez intelligents puis pour ramener les enjeux qui auront été dit peut-être rapidement au début de la minute là, de l'adversaire. Puis Kamala voulait que les micros soient ouverts. Oui. Ben, elle a dit non, gardez le micro ouvert, ça m'aiderait. Exact. Ça l'avait servi lorsqu'elle dit « I'm speaking », je suis en train de parler. Ça la sert parce que justement, ça met un gros contraste sur le fait qu'elle se fait interrompre là, par un homme, puis on sait que c'est quand même quelque chose qui était très discuté en société, tout le concept du mansplaining, etc. Ouais. Donc, tu sais, ça l'a servi, dans le fond, de démontrer qu'elle n'était pas une victime de ça, et là, elle n'aura pas ce tour dans son sac lors du débat de demain. Mansplaining, pour ceux qui ne le savent pas encore. M'expliquer. C'est ça. Mais la version francophone, c'est m'expliquer, mais mec comme un gars, tu sais, comme un mec français. Je la connaissais pas, c'est vrai? Oui, peut-être un néologisme, là, mais dans le fond, c'est la situation classique. Vous êtes dans une rencontre, un meeting, là, puis vous savez très bien, vous êtes une femme, vous savez très bien ce que vous devez dire, vous connaissez bien votre dossier, mais là, il y a un gars qui décide de vous expliquer comment ça marche pour de vrai. Ah non, toi, tu connais pas ça, moi, t'explique comment ça marche. Puis là, t'es coincé. Puis là, évidemment, là, c'est des généralisations, là. Tu sais, c'est pas tous les mecs qui m'expliquent. Puis, mais Trump, il le fait quand même pas mal, ça, c'est ça. Il fait quand même pas mal. Des fois, c'est avec un petit... Regarde ma chouette.
C'est un petit Listen, ton honey. Oui, c'est ça, un petit I'll show you how it works. Oui. Hey, babe. Oui. Oh mon Dieu, c'est fatigant. Il y en a encore qui font ça quand même. Mais tu peux Isabelle expliquer quand tu veux, Isabelle. Ça va me faire Non, plaisir. moi, non. Au contraire, moi, je suis intéressée, tu vois. Ouais. C'est quelque chose de super important. Je pense qu'on le voit pour le débat, on le voit pour l'Internet. Moi, je me fie beaucoup à l'émotion des internautes pour essayer d'analyser ce qui va arriver. Puis quand il y a eu le changement, le Biden vers Kamala, comme je disais, il y a eu un vrai mouvement organique sur les réseaux sociaux, sur TikTok. La génération Z ont enfin vu des candidats positifs. Tu sais, ça fait des années qu'on est dans la politique négative aux États-Unis. Pas juste Trump qui est très négatif puis qui insulte tout le monde, mais sinon, on était en opposition à Trump. On n'était pas en construction, on n'était pas en direction vers quelque chose, on était en réaction face à une présidence qui semblait indigne pour plusieurs. Puis ça aussi, c'est un fait qui est intéressant, là, parce que, vous savez, il y a différents pôles en politique. Il y a la gauche et la droite. Bon, la droite, les droits individuels, l'individu, la gauche, la solidarité, le groupe, s'occuper des moins bien nantis. Mais il y a d'autres pôles aussi. Puis moi, je pense que demain, on voit plus le pôle anti-institutionnel contre le pôle institutionnel que le pôle gauche versus droite. Parce que, tu sais, on le voit même dans le cas de Kamala, elle essaie d'aller chercher les modérés. Le choix de M. Walz, qui est presque un centriste, c'est pour aller chercher des républicains qui sont, on va dire, anti-Trump. Puis on regarde le Lincoln Project, par exemple, qui sont des républicains qui sont activement contre Trump, qui essaient de miner son accession à une deuxième présidence. Mais je pense que c'est ça qu'il faut surveiller, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement la gauche et la droite demain, mais c'est ceux qui croient aux institutions démocratiques américaines et ceux qui essayent de les miner. Et je voudrais entendre John Parisella là-dessus parce que justement, j'ai un auditeur qui écrit: le problème majeur de Kamala Harris, c'est qu'elle ne peut pas représenter le changement, à son avis, puisqu'elle est vice-présidente. Elle est déjà au pouvoir. J'ai un autre auditeur qui nous texte en disant: lorsque je donne une formation au travail à des collègues féminines, et ça, c'est en réaction avec le mansplaining, je leur fais signer un document motorisé à leur expliquer la matière. OK, ça, c'est très drôle. Mais sur la question de la nouvelle image des républicains portée par Kamala Harris, John Parisella. C'est clair que Mme Harris, ça ne peut pas se dissocier complètement de l'administration Biden. Elle était la vice-présidente, comme on dit dans le jargon, elle était dans la pièce quand toutes les grandes décisions sont prises. Ouais. Et il y a quand même eu des gains importants. Il ne faut jamais oublier que l'économie américaine, c'est l'économie qui performe le mieux au monde en ce moment. Et ils sont sortis de la COVID avec une création d'emplois record durant l'administration Biden comparativement à d'autres présidents. Donc, c'est pas sans effet. Le seul problème, c'est qu'ils l'ont pas très bien communiqué, puis pour beaucoup de gens, les gains au niveau économique se sont fait neutraliser par la hausse de l'inflation. Comme ça, il y a environ un an et demi, on était dans le 8 à 10 %. Là, maintenant, on est dans le moins 3 %. On est dans le 2,5 à peu près. Donc, c'est clair qu'il y a le contrôle est en place. Mais on fait, même si le chômage est à peu près 4,1, 4,2, au moment qu'on se parle, il reste quand même que la création d'emplois. On n'est pas dans un cadre de récession en ce moment où il y a un cycle, il y a des emplois perdus plus que gagnés. Et ça, Donald Trump va définitivement l'attaquer là-dessus, là, sur même si elle pourra se défendre que c'est conjoncturel. Non, puis elle va être capable de répondre quand même qu'il a laissé l'économie en moins bon état. Il y a eu quand même une hausse du déficit. Il a baissé les impôts pour les plus riches. On avait un taux de chômage dû en partie à la COVID, mais il restait quand même qu'il y avait un taux de chômage qui a déjà dépassé le 10 %. Donc, elle a des arguments. La seule affaire, c'est qu'il faut qu'elle se dissocie d'une façon où elle doit présenter une vision d'avenir. Vous savez que si elle gagne l'élection, elle a quand même accès à 2 termes. Si Trump gagne, il y a, selon la Constitution, juste un seul, terme. Ben oui. Donc, on va commencer à voir le grenouillage, comme on dit en bon québécois, qui va se faire pour la succession de Trump à partir de la mi-terme. Tandis que dans le cas de Mme Harris, avec M. Walz, ils ont quand même une vision qui peuvent amener du changement. Donc, ça va être important de s'imposer, mais il n'y a aucun doute. Mais vous savez, même si c'était pas Mme Harris, c'était un autre démocrate
démocrate, on associerait quand même la performance de l'administration Biden à un démocrate. Ça, c'est sûr. Fred, rapidement. Par rapport à l'économie, c'est super intéressant parce qu'effectivement, les chiffres nous démontrent qu'il y a eu de la création d'emplois puis que l'économie américaine se porte bien, mais je me questionne au niveau du sentiment des Américains, comment ils sentent que leur économie va, parce que effectivement, l'inflation, comme John disait, ça a frappé extrêmement fort. Puis est-ce que l'Américain moyen se sent en meilleure posture économique maintenant qu'il y a 4 ans? Bonne question, là. Oui, puis il y a toujours le mot en R, le mot récession là, qui plane un peu au-dessus de leur tête. Donc, en même temps, bon, demain, ce qu'on va regarder, parce qu'on pourrait parler largement jusqu'au 5 novembre et on le fera de temps en temps, parler de cette élection qui est quand même assez fondamentale, là, qui va être assez majeure, même pour le Canada. Là. Mais aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est le débat de demain. Il va falloir que Kamala Harris, John, soit meilleure que dans cette entrevue qu'elle avait accordée à CNN, parce que elle n'a pas été mauvaise, mais elle n'a pas été très, très inspirante. Beaucoup de gens... c'est comme je disais tout récemment dans un article que j'ai écrit, elle a frappé un coup sûr, mais elle n'a pas frappé un coup de circuit. C'est ça, ouais. Donc, c'est clair que... Mais demain, il va falloir. Là. Demain, il faut absolument qu'elle se démarque. Oui, mais le décor est différent. La dernière fois, elle était accompagnée par son colistier. Ils étaient quasiment comme dans un cafétéria. Demain, c'est seulement les 2 personnes. Puis il faut pas oublier que même quand il n'y a pas de micro qui fonctionne, souvent, il y a les 2 images qui sont à l'écran. En d'autres mots, il y a Trump qui écoute quand Madame parle et l'inverse. On a vu d'ailleurs quand, à un moment donné, M. Biden semblait être perdu totalement dans un autre monde et on a vu le regard de Trump qui était comme tout perplexe à ce qu'il essaie de dire. Et ça a eu autant d'impact. Au bout de la ligne, Biden a perdu le débat. C'est pas Trump qui l'a gagné, mais les 2 images vont être à l'écran assez régulièrement demain. Puis il faut pas oublier que la question des micros fermés, c'était une condition que M. Biden avait imposée dans la négociation la dernière fois. Puis je suis convaincu que Mme Harris elle faisait partie de cette négociation-là. Donc moi, ça m'inquiète moins pour demain. Mais là, on va être seul. Elle n'a pas un colistier. La caméra va être sur elle et je pense que quand il y aura des faussetés qui seront dites, elle va le mettre à sa place, micro ou pas micro. Oui, voilà. Puis est-ce que vous allez l'écouter sans son, John? Parce qu'il paraît qu'une bonne façon de regarder un débat, là, c'est comme la communication non verbale qui dit tout. John Paul-Salas, est-ce que vous baissez le volume parfois? C'est une très bonne question. Je trouve ça vraiment une excellente question. Effectivement, le non-verbal peut compter pour beaucoup. Moi, c'est sûr que compte tenu que j'aurai peut-être à faire des commentaires suite à tout ça, je vais avoir le son. Mais j'aurai quand même un écran sur l'Internet qui va démontrer juste les 2 personnes. Voilà. Donc, je vais regarder les 2 en même temps. Moi, j'adore faire ça. Hey, John Paris-Salas, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on surveille demain? C'est les mêmes qui seront issus du débat parce que je pense pas nécessairement que c'est le 2 heures qui va avoir un gros impact. Les gens politisés, ils ont déjà leur opinion sur qui ils vont voter. Qu'est-ce qu'on va retenir? C'est ce que l'Internet dira du débat le lendemain. Puis qu'est-ce que l'Internet dira du débat le lendemain? Mais ça va être les meilleurs jokes qu'on va avoir vu passer. Tu sais, vous vous souvenez, là, il y a eu la mouche sur la tête de Pence dans le temps. Là. Moi, s'il y a des trucs comme ça qui marqueront la culture, on pourra avoir un impact sur la campagne. Mais sinon, j'ai l'impression que tant qu'il n'y a pas de gros revirements, on s'enligne vers quelque chose d'assez tranquille. John, je vous repose quand même une dernière question parce que là, c'est Fred là, qui m'a relancé là-dessus. Tu disais la plupart des gens ont leur idée faite, mais il y a quand même des Américains qui sont beaucoup d'Américains qui sont quand même pas certains. Un très bon point, Isabelle. Il y a 15% selon des différents sondages qui sont pas décidés. Il y a des républicains qui sont mécontents de la façon dont leur parti s'est dirigé. D'ailleurs, vous avez vu l'appui de Dick Cheney. Qui est vraiment incroyable. Republicans for Kamala Harris. Le plus informe des républicains, là, c'est incroyable. Ouais. Oui, c'est ça, comme ça, je pense. Puis beaucoup des anciens qui ont travaillé pour M. Trump sont contre lui ou disent qu'il n'est pas apte pour faire le travail. Donc, il y aura les indécis, les indépendants sont encore en jeu dans cette campagne. Puis même si je prédis à beaucoup de personnes que Mme Harris va gagner le vote populaire, ça reste toujours un vote qui va se prendre au niveau du collège électoral. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle gagne suffisamment d'États pour aller chercher le vote électoral de 270 électeurs. Et faut servir. Demain, c'est à Pennsylvanie. C'est un des États qui est clé. S'ajoute Pennsylvanie, Wisconsin,
Arizona, Nevada, Georgie et la Caroline du Nord. Et Donc, c'est pas fait, ça, hein? C'est pas fait. Et c'est pas fait encore. Et vous avez au-delà de 160 millions de gens qui vont voter à l'élection, mais vous avez probablement autour de 100 000 qui vont décider qui va gagner le collège électoral. Donc, c'est passionnant. C'est passionnant. La grande ironie aussi de cette élection, c'est que le parti là, des républicains qui choisit souvent la loi et l'ordre, ben, ont choisi un criminel. Puis le parti qui suggère parfois de donner moins d'argent à la police, ben, ont choisi la procureure. C'est très drôle. C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup, Fred Bastien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, John Parisella. On va s'arrêter Merci. ici. Très courte pause parce que tout de suite, après, on revient et mon invité est une autrice fabuleuse. J'ai lu son plus récent récit, Faire la romance, sincèrement, sans m'arrêter. Je vais l'acheter et le donner à toutes les jeunes femmes que je connais, mais bien sûr. Et j'ai même demandé à mon chum de le lire. J'ai dit, si tu veux te rapprocher si tu veux vraiment comprendre la psyché féminine, il est déjà pas pire parce qu'on l'a drillé, mais encore plus, lis ce livre de Sarah Maud Beauchesne. Elle sera avec moi tout de suite après la pause. J'ai demandé à Isabelle Perron de participer à cette discussion, comme vous d'ailleurs. Restez là tout le monde.